En fait, l'expérience de la parentalité, je trouve, quand tu la vis en conscience, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Moi, je sais que je me suis intéressée à la communication non violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je me suis intéressée, tu vois, vraiment au respect de l'autre par le biais du respect de mon enfant. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est reparti. Bonjour. Oula. Salut Noémie. Salut. Welcome back dans l'Histoire de Daronne. Donc effectivement, on avait fait un premier épisode il y a quelques mois où on parlait globalement de tout ce qui s'est passé avant ton Histoire de Daronne. Donc vraiment, on était à côté. Enfin, c'était une sorte de hors sujet. On appelle ça un prequel, tu vois, dans les. C'est un prequel, bien sûr. C'est ça, oui. Et c'était plutôt en fait vraiment histoire de désir de maternité finalement. Parce que c'était ça, en fait. On a parlé beaucoup de ça. De désir de maternité, de non-désir de maternité, d'angoisse, de solutions, de plein de choses. Ouais, plein de choses. Je mettrai un lien dans les notes, hein, comme ça les gens qui n'ont pas encore écouté, ils pourront aller écouter parce que si vous n'écoutez pas, on va faire des références sans aucun doute. Mais effectivement, tu parlais de plein de choses. Tu parlais de comment ton envie d'enfant s'était matérialisée dans un rêve qui t'est venu à toi. Donc, et pour le coup, c'était pas... c'est marrant parce que je crois que depuis qu'on s'est vu, j'ai conscientisé un truc, c'est que c'était pas vraiment une envie d'enfant, c'était une envie de vivre l'expérience de mère. Ce qui est pas pareil. Et t'as tout à fait raison. En vrai. Ouais. Donc, et puis parce que tu racontes vraiment ton expérience de mère, donc et je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est que si vous faites un enfant parce que vous avez envie d'un enfant, sans doute il y a un truc qui en tout cas c'est pas la même chose. Après, je pense qu'il y a ni bonne ni mauvaise raison de. C'est pas la même expérience. Mais c'est pas la même expérience. Sachez que l'enfant, tôt ou tard, décide de vivre sa vie. C'est ça. Et donc, tu as un petit mec, aujourd'hui, qui a 8 ans. Est-ce qu'il a toujours 8 ans? Oui, toujours. Effectivement, on s'était quitté parce que tu avais un rendez-vous juste après. On aurait pu faire 2 heures d'interview. Donc, merci de revenir. Et surtout, entre-temps, j'ai vu pour la première fois ton spectacle que tu jouais pas encore à l'époque. Et c'est vrai que d'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je vais plutôt voir les spectacles des artistes et c'est incroyable. Donc, ça se joue le dimanche et le lundi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Jusque fin décembre? Jusqu'au 17 décembre. Et là, on vient d'apprendre qu'on était prolongé à partir de janvier. Ok. Au théâtre. Au théâtre des Mathurins. Voilà, dimanche 20h, lundi 20h30. T'es entouré de 3 nanas qui sont des artistes, incroyable. C'est incroyable. T'as vraiment trouvé une bande assez géniale et tu parles. Enfin, c'est une sorte de manifeste en fait. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, c'est vraiment. Tu viens raconter plein de choses. Tu chantes pour la première fois d'ailleurs. Ouais.
C'est une expérience. Ah ouais, là, je me suis mise en danger, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu chantes, tu danses et tu déclames plein de trucs. C'est vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment. Merci. Même si j'ai bien entendu parler des chauves. Et là, c'est très marrant parce que souvent les gens se retournent sur ma pomme. J'ai là, bonjour. Moi, oui, effectivement, je suis concerné, tout à fait. Mais c'est un dos, la calvitie pour les mecs. C'est pour ça que j'en parle. C'est très, très bien. Il faut en parler parce que tu sais, moi, je me suis rendu compte que ça m'a jamais posé problème et que c'est souvent les mecs en face de moi qui viennent projeter leur peur de perdre des cheveux, de perdre leurs cheveux. Et tu sais qu'ils me regardent. J'ai d'ailleurs conscientisé ce truc où que les femmes vivent très souvent, on les regarde dans leur décolleté, tu vois. Parce que moi, les mecs me regardent dans la calvitie. Le crâne, comme ça. C'est très étonnant. C'est fou. Je comprenais pas pourquoi au départ. Mais moi, je connais un nombre d'hommes incalculable, homo comme hétéro, pour qui la perte des cheveux, si elle a eu lieu, a été vraiment un life changer, quoi. Enfin, il y a eu avant et après les cheveux, et c'est des gens qui ont perdu parfois leurs cheveux il y a 20 ans et qui les pleurent encore. Ah ouais. Mais moi, j'ai des potes qui pleurent encore leurs cheveux d'il y a 20 ans. Qui pleurent leur petit carré bouclé, ou leur... ah non, mais je te jure, ou le fait de se passer... qui ont encore des réflexes, tu sais, de main dans les cheveux ou de tête en arrière. Mais je te jure que c'est vrai. Et le nombre de potes que j'ai qui se sont mis des faux cheveux, bah là, je te dis même pas. Et qui redoutent la calvitie, qui se sont mis à l'époque du Propecia, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelait. Tous les produits, même des produits qui annihilent la libido. C'est-à-dire que les mecs préféraient ne pas ken plutôt que d'être chauve. Des générations de mecs de mon époque, tu vois, pendant 10 ans, c'est du Propecia, je crois. C'était un médicament qui annulait la libido en échange de prolonger la période pré-alopécie. Non, mais ça, c'est la faute à Bourvil, je crois. C'est possible. C'est la faute à Michel Blanc. C'est la faute à tous ces mecs, en fait. J'ai fait une vidéo, moi, parce que j'ai mis des faux cheveux. Ah, comme Kian Kojandi ? Bah, en fait, Kian, c'est largement inspiré de moi, quoi, tu vois. Parce je l'ai mis en contact avec les gens et tout. Ah, génial. Et je l'avais caché à tous les gens autour de moi. Et c'était incroyable. Donc, j'en ai fait une vidéo, mais en fait, je me suis fait niquer à mon propre jeu, parce qu'à la base, c'était une blague, parce que moi, je suis très à l'aise avec la calvitie. Ouais. Et je me suis retrouvé à me trouver plus beau sans mes cheveux. Putain. Je me suis fait niquer. Et c'était incroyable parce que je l'ai gardé 1 an. Et en fait, à la fin. Ah ouais, 1 an, une grosse blague. C'était une blague qui a duré très longtemps. Oui, c'est ça, une blague d'1 an. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvé à me dire non, mais en fait, c'est trop chiant et il faut vraiment que je m'en débarrasse. Et en fait, j'ai l'impression que la perruque avait fait son effet. Et que je m'étais retrouvé vachement plus beau de ce fait-là, même sans cheveux. Donc, cool. Work in progress, tu vois. C'est beau. Bon, l'image, les mecs et leur image d'eux-mêmes. Hein. Un dos. Un dos. Putain de dos. Bref, parlons de toi. Avec joie. J'adore ça. Donc Noémie, on avait vraiment parlé de effectivement tout ton désir d'enfant, ton désir de maternité pour le coup. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu prends conscience, où tu te rends compte que tu es enceinte ? Ah bah oui. C'est pas. Oui. Non, je dis oui parce que c'était tellement. En fait, on a eu la discussion avec l'homme avec qui j'étais. On s'est dit tiens, ok. Et en fait, on a fait l'amour et je suis tombée enceinte dans l'heure, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu pris la décision et je suis tombée enceinte vraiment dans l'heure et je l'ai su. Tu l'as su ? Ah ouais. J'ai su que j'étais enceinte. Vraiment, on s'est pris et c'était particulier et tellement qu'en fait, ça nous a épuisés. Et on s'est endormi, mais vraiment on s'est endormi dans la situation, quoi. Vraiment, tu vois. Encore l'un dans l'autre. Voilà. Et on s'est réveillé je sais pas, 1 heure plus tard, en biais sur le lit. Et là, j'ai ouvert les yeux. Je me suis fait, je suis enceinte. J'en étais sûre. Je me suis dit, en fait, on est crevé parce qu'on n'a pas juste fait l'amour. On a fait un enfant. C'est pour ça qu'on est cané, quoi. En fait, il y a une dépense d'énergie vitale incroyable. Et je suis foncée vers mon agenda. Je suis quelqu'un de très organisé. Et j'ai vu le jour. Je fais bon, laisse tomber. Donc, je savais que j'étais enceinte. J'ai juste attendu 14 jours pour faire le test de grossesse, enfin pour avoir un résultat. Mais je le savais. J'ai eu aucun. Je me suis même pas fait accompagner par une copine, un copain, rien. Ouais. J'ai fait mon truc. Et en revanche, une fois que j'ai fait le test de grossesse le matin, qui était positif. Donc, je suis tout seule faire une prise de sang et donc j'espérais avoir le résultat le jour même pour pouvoir l'annoncer. À l'époque, je jouais au théâtre avec lui, avec mon mec. On était sur scène ensemble et je voulais lui annoncer. Je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je voulais chiader mon annonce. Pendant 24 heures, j'avais un secret seul au monde que lui n'avait pas. Tu voulais l'annoncer sur scène ? Bah, je voulais faire un truc, je savais pas quoi. Et
Et effectivement, je lui ai annoncé sur scène, mais d'une manière que lui seul pouvait comprendre. Ok. Et en fait, Incroyable. On jouait sur scène une pièce que j'avais principalement écrite et dirigée et à laquelle il avait collaboré. On jouait un couple dans la pièce et dans la pièce, je lui annonçais que j'étais enceinte. T'as changé le texte. Non, dans la pièce, je lui annonçais que j'étais enceinte. Ah oui, normalement. Ouais. Ok. Et sauf que dans la pièce racontait quelque chose que j'avais vécu, qui était ce moment où je vis avec un homme, et j'ai un projet d'enfant avec un autre, etc. Sauf que dans la pièce, j'avais poussé le truc à l'extrême et on vivait ensemble. Dans la pièce, on vivait moi, mon mec, mon amant et celui qu'on appelle le papa gay, qui était mon copain gay avec qui j'allais faire un enfant. Et la fin de la pièce se terminait par « je suis enceinte ». Et il me disait, mais il est de qui, enfin, etc. Et en fait, il y avait un mystère. Enfin, la pièce, la fin a pas arrêté de changer sur est-ce qu'il est de lui, est-ce qu'il est de l'autre, est-ce qu'on sait pas. Bon, là, on était à un moment où je crois que je disais qu'il était de lui. Et sauf que là, j'ai juste changé un micro-truc. C'est-à-dire que je me souviens plus des détails du texte, mais j'arrivais la main sur le ventre. Il me disait, ah, ça y est, je disais oui. Et il me disait, il est de qui et je lui souriais. Enfin, je me souviens plus. Et là, sauf que là, j'ai rajouté un non, mais vraiment. Et je l'ai regardé d'une certaine manière. Je lui ai dit non, mais vraiment. Et vraiment, je l'ai vu. J'ai vu son œil partir en sucette, quoi. J'ai vraiment, il a vrillé, il a fait comme ça. Il m'a fait hein. C'était bien joué. Il a continué à jouer la pièce. C'était la toute fin de la pièce, tu vois. Et à la fin, on saluait. J'étais entre celui qui jouait le papa gay, qui est Rudy Milstein, qui sort son film Je ne suis pas un héros là en ce moment. Ouais. Et cet homme, donc Nicolas Lumbreras, qui était mon chéri de l'époque. Et pendant le noir, en fait, Rudy avait senti que s'était passé un truc bizarre. Nico était pas sûr de ce qu'il avait compris. Et en fait, on saluait. Et pendant chaque noir, il y en avait un qui me disait « Attends, quoi? J'ai pas compris. » Et l'autre qui disait « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je répondais à l'un « Rien. » À l'autre « Je suis enceinte. » Et la lumière se rallumait, on souriait, on saluait, la lumière se réteignait. Je disais « Quoi? Je te dis, qu'est-ce qu'il dit ?» Et les deux me parlaient. Je voulais qu'il y ait que Nico qui ait l'information. Donc, c'était complètement dingue, ce truc. Et en plus, avant ce moment-là, avant que je lui annonce sur scène, la représentation a été dingue. Je pense que je devais être électrisée complètement. J'avais vraiment le rôle principal, donc ça reposait beaucoup sur mon énergie. Et je pense que je devais être électrisée par cette nouvelle. Et vraiment, les gens étaient en transe, etc. Et il y avait un moment, j'étais sur scène quasiment non-stop, sauf un moment où je croisais Nico justement en coulisses quelques minutes avant cette scène finale. Et là, à chaque fois, on débriefait comment ça se passe ce soir et tout. Et là, il me dit « Waouh, bah dis donc, on s'en souviendra de celle-là. » Et moi, dans ma tête, j'étais là, mec, tu sais même pas à quel point. Mais c'était marrant, quoi. Waouh. Ouais. Eh bien, voilà. 60 épisodes, je crois que c'est la première fois qu'on me la joue, celle-là. Bien joué, bien joué. Comment s'est passée cette grossesse pour toi? Donc, ma grossesse, en fait, avant même de tomber enceinte, j'avais deux amies, enfin une voisine qui était devenue une copine et une très très bonne amie des années avant qui avaient eu des grossesses particulièrement naturelles et heureuses, mais à une époque où tu vois, on ne parlait pas encore de tous ces trucs-là, mais tout avait été génial et je me souviens alors que je me voyais pas maman ni enceinte ni rien, enfin je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit il faut que je retienne là où elles ont accouché. Il se trouve que c'était le même endroit en plus, alors que c'était à 5 ans d'écart l'une et l'autre, tu vois. Mais je savais qu'il y avait un truc à chercher. Enfin, j'avais pas encore du tout conscience de tout ce sur quoi je me suis beaucoup renseignée après. J'ai beaucoup écrit et parlé dessus sur les violences obstétricales et gynécologiques, les VOG, comme on dit, dont on commence enfin à parler un peu, mais en fait, on ne mesure pas le système de maltraitance organisée dans lequel on vit. Toutes. Dans ta tête, c'est organisé. Bien sûr. D'accord. Oui. Bah, oui. C'est-à-dire que c'est. Alors, d'abord, c'est organisé historiquement. Il faut quand même savoir que la gynécologie a été inventée. C'est une discipline interdite aux femmes. Hein. Merci. Incroyable. Voilà, qui a été inventée juste pour déposséder les femmes, les sorcières, comme on les appelait, de leur savoir, du contrôle des naissances, de leur corps, etc., pour pouvoir repeupler les pays en cas de. Il y avait notamment les grandes pestes. Les guerres, etc. Donc bon, voilà. Donc, fallait bien leur donner des trucs aux hommes, hein, parce que quand même, vu le pouvoir que c'est d'enfanter, quoi. Voilà. Donc voilà, historiquement, c'est un système tout à fait organisé. Et ensuite, c'est un pouvoir. Enfin,
expliquer aux femmes qu'elles ne peuvent pas accoucher toutes seules, qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur corps et qu'elles ont besoin d'être assistées par la médecine, etc. Non seulement c'est un business extrêmement lucratif, faut pas l'oublier, hein, ça coûte même si pour la plupart des femmes qui accouchent en hôpital public, ça ne leur coûte pas d'argent à elles directement, ça en coûte à l'État. Bien sûr. Énormément. J'accouche moi dans ma chambre, ça coûte 3 balles. J'accouche à la clinique avec 3 jours de machin, ça en coûte 10 000. C'est pas la même. Même si cet argent, on le voit pas passer, il existe et il y a des gens il va dans la poche de gens. Donc faut pas oublier que c'est un business extrêmement lucratif d'une part, et d'autre part il y a cette idée toujours de maintenir les femmes dans une situation de dépendance, de non-autonomie, être sûr qu'il n'y ait pas un jour où elles décident de plus faire d'enfants parce que ça serait voilà. C'est la merde. Mais ça c'est une peur archaïque, ancestrale, inconsciente. Hein, la quand survie même, de l'espèce, tu veux dire. Ouais, que les femmes d'un coup arrêtent de faire des enfants. Et vu comme on les traite, ça semble de plus en plus plausible comme avenir. Donc la peur devient de plus en plus rationnelle finalement, et les moyens mis à disposition pour contrer cette peur de plus en plus coercitifs. Et ça devient vraiment moche. Tu parles de quels moyens, par exemple? Alors j'allais dire les moyens de propagande, tu vois. C'est l'absus révélateur, parce que c'est vraiment ça, c'est la désinformation qui... ne serait-ce que les produits laitiers, la campagne qui a été faite pour dire aux femmes, tu sais que très souvent à l'hôpital, tu accouches, tu dis je veux allaiter, par exemple, et puis t'es crevé un moment, etc., ton bébé pleure, et ben t'as une infirmière qui, sans te demander la permission, va prendre le bébé dans ton dos pour lui donner un biberon. Et après on te dit c'était pour le calmer, sauf que le bébé, évidemment qu'une fois qu'il a eu un biberon, c'est mort. Enfin, ça va être compliqué, tu vas souffrir, j'y arrive pas. Enfin voilà, à part dans des endroits spécialisés qui respectent. Enfin, ce qui est absolument dingue, c'est que ça devrait être la norme de respecter le corps des femmes et leur choix. Et il devrait y avoir quelques endroits qu'on voit qui sont des endroits moutons noirs. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une liste des quelques endroits. Il y en a 3 à Paris. Tu vois, où tu es assuré que tu seras bien traité et respecté en tant qu'individu. Ouais. Dans tous les autres, tu peux l'être, respecté et bien traité, mais tu n'en as pas l'assurance. Oui. Voilà. Ouais, c'est toujours le principe du kilo de riz. Il y a un grain de riz qui donne la mort. Bah vas-y, serre-toi. C'est un seul grain de riz. Ouais, t'es gentil, je vais prendre des pâtes, du coup. Voilà. Non, mais tu vois. Bon. Ouais, c'est sûr. Donc oui, organiser. Et puis surtout, c'est organisé. C'est-à-dire que tu peux pas. Il y a un livre que je vous encourage à lire. Il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Puis il date un peu maintenant, mais je pense c'est encore édifiant. C'est le livre noir de la gynécologie. J'ai un trou de mémoire sur l'autrice. Je mettrai un petit lien. Je te remercie. Et c'est vraiment, faut avoir le cœur accroché, mais c'est passionnant parce qu'on mesure. Et là, c'est que des faits, que des chiffres, que des sources. La meuf, elle est pas, c'est pas comme moi, c'est pas une artiste. Hein, elle a pas donné son sentiment. Non, elle a vraiment fait une étude approfondie sur des milliers de femmes dans différents pays sur plusieurs années, et c'est monstrueux. C'est-à-dire que là, on parle en ce moment du très faible pourcentage de plaintes pour viol qui aboutissent. Je te parle même pas des pourcentages pour violences gynécologiques. Elles n'aboutissent jamais. Il y a un mec, le professeur Israël Nizan, par exemple, qui t'embrasse. Hein. C'est le chef de clinique de machin. Il s'exprime au nom de... Ce mec a violenté des centaines de femmes qui ont témoigné. C'est écrit noir sur blanc, des femmes qui ne se connaissent pas de tous âges de machin, qui disent que ce mec est un tortionnaire. Mais voilà, comme il donne la vie. Tu vois. Et puis, une fois que tu sors de la clinique avec ton bébé en bonne santé, en vrai... t'as pas les idées claires, quoi. Enfin, dire à la personne qui a fait sortir effectivement l'enfant de ton corps qu'il est un meurtrier, c'est extrêmement compliqué. T'as envie de lui dire merci parce que t'as le bonheur de ton enfant. Et tu vois, c'est un sujet complexe aussi parce que je vois effectivement on parle de plus en plus des violences gynécologiques, etc. Et c'est super bien. Et en fait, je sais que dans la génération de ma fille, par exemple, tu vois, qui a 17 ans, c'est compliqué pour elle de ce fait-là de se dire ok, je vais à l'abattoir, quoi, tu vois. Donc c'est très complexe aussi de venir dire non mais il y a des endroits où où tu peux être bien, où c'est safe, etc. Et puis surtout d'inculquer aussi ce truc de c'est ton corps, ton choix, quoi. Tu vois, te laisse pas bolosser, quoi. Mais moi, je trouve super qu'elle se dise, que c'est l'abattoir et que du coup, elle cherche les endroits pour qu'elle y aille pas à l'abattoir, parce que c'est l'abattoir. Mais de ce fait-là, ce que ses copines ont tendance à faire, c'est qu'elles se disent, de ce fait-là, on va pas chez le gynéco. Tu vois, donc il y a aussi un truc où ça finit par être un repoussoir, alors que c'est quand même important de pouvoir y aller, quoi. Tu vois, de pouvoir prendre soin. Je ne sais même pas si c'est si important que ça. Je crois que si. En fait, on a appris ça aussi récemment. C'est qu'en fait, non. Pas tant que ça. Genre, tant que t'as pas de vie sexuelle. Bon, oui, ça c'est sûr, ça sert à rien. Ça n'a, voilà. Et une fois que t'en as une, en vrai, si tout se passe bien,
Enfin, je veux dire, les frottis, les trucs Oui, de les contrôle, fameux- c'est à partir d'un certain âge. Ouais. Enfin, je veux dire, jusqu'à un certain point, tu peux ne pas aller chez le gynéco. Tu vois, la contraception, elle peut être maintenant prescrite par une sage-femme, etc. Enfin, je veux dire, Oui, maintenant les sages-femmes peuvent également mettre et retirer des stérilets, faire des frottis. Enfin, tout à fait. moi, j'ai pas vu un gynéco depuis 15 ans. Hein. Je mettrai un lien. Il y a une liste qui s'appelle Gyn & Co. D'accord, sur Internet qui recense en gros Génial. tous les praticiens. Et tu peux mettre un lien aussi vers le groupe Naissance. Ok. Le groupe Naissance, qui est vraiment donc un groupe, c'est un collectif il y a tout, il y a des gynécos, obstétriques, sophro, sages-femmes, infirmières, il y a vraiment tout, tu vois, tous les métiers autour de la naissance, et c'est que des gens qui ont en commun de s'être révoltés contre la manière dont c'est pratiqué Ok. en France et qui disent bah non, nous on veut faire ça autrement. Bien, C'est merci. super. Et tu vois, tout à l'heure tu disais la différence entre vouloir un enfant et vouloir être mère. Bah il y a eu dans le cadre de la gynécologie, c'est pareil, il y a eu il y a eu un shift, Changement. une dérive, Ah, ok. Voilà. Ok. une dérive du même ordre entre, avant on parlait par exemple de salle d'accouchement, maintenant on parle de salle des naissances, comme si un enfant pouvait naître sans qu'une femme accouche. Et en fait, ce changement de terminologie, il change complètement aussi la manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'en fait, la femme qui accouche, tout le monde s'en fout. Du moment que l'enfant naît vivant, tout va bien. Tout va bien. Que la femme derrière ait été éventrée, qu'on lui ait découpé la chatte à vif, qu'on l'ait mal recousue, qu'on lui ait fait une révision utérine, qu'on l'ait humiliée, on s'en bat les couilles. C'était une salle de naissance et un enfant est né. Donc c'est un succès. Alors que si on reparle de salle d'accouchement, bah d'un coup, on se dit ok, et la parturiente, enfin, comment c'est passé pour elle? C'est quoi son expérience? Comment elle va? Parce qu'en fait, que le bébé naisse, ça c'est un peu la base. Ça, on sait faire. Mais c'est après s'occuper de nous derrière qui pourrait être sympa. Bah, ça va, ouais. Vous pouvez vous démerder toute seule, à vous recoudre toute seule la chatte, les meufs, là, après tout. C'est Hein. vrai. Coucher. On a digressé un peu, mais, Ouais, c'est un peu- mais c'était intéressant. Mais donc, tout ça pour dire que quand j'ai su que j'étais enceinte, enfin que tu as commencé à passer la grossesse, donc j'avais ce truc-là en tête. Et donc j'ai tout de suite recherché ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas tout de suite recherché. J'avais oublié. T'avais oublié. J'avais oublié. Je suis tombée enceinte. Je me suis dit ah, merde. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux, etc. Et j'avais pas de projet de naissance, comme on dit. Donc tu vois, projet de naissance. Ça n'existait pas trop à l'époque, non? Je t'emmerde. Non, mais il y a 10 piges. 8 ans, Si, ça 9 ans. existait, les projets de naissance, il y a 8 ans. C'était à la mode, j'en sais rien. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Non, c'était le début, Viens pas effectivement. me dire je t'emmerde comme ça, c'est une vraie question. Non, j'ai l'impression que tu disais, bah, ça existait pas en 39-40. Ouais, ça va, mais ça, c'est ton problème à toi. C'était pas du tout en rapport avec ma question, wesh. Wesh. Mais non, je m'étais jamais posé la question. Et donc, je me suis dit, ah merde. Et comme je savais pas ce que je voulais, la seule chose que j'avais retenue, c'est à la seconde où t'es enceinte, réserve ta place en maternité parce que sinon c'est pris d'assaut, tu trouves pas de place. Et donc, j'avais réservé dans les deux opposés. J'avais réservé genre à la clinique de la Muette dans le 16e pour faire une césarienne programmée comme Madonna et m'arrêter de bosser 3 jours et tchac, enfin voilà, genre pour qu'on sorte l'enfant de moi et que la médecine s'occupe de moi et que tout soit aseptisé, que je vois pas le truc passer, quoi. Et j'avais réservé de l'autre côté au Bluet, je crois, en mode truc naturel, naissance, je vais accoucher etc. dans l'eau, Ouais. etc., en mangeant du tofu. Bon. Et non, mais je m'étais dit, je sais pas, donc je réserve dans les deux, Ok. et puis je vais les rencontrer. Serais-je Madonna et ou je verrai alors bien. Voilà. Madonna ou Tofu? Madonna ou Gwyneth Paltrow. Voilà. Tu vois, Clairement. c'est exactement ça. Oui. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Et donc, il se trouve que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était à la clinique de la Muette. Et là, je me dis, non, ça va pas aller du tout, effectivement. Enfin, j'ai vu que ils étaient à deux doigts de m'appeler par mon numéro de dossier, si tu veux. Oui. Vraiment, personne ne me regarde dans les yeux, personne ne me considère. J'étais une génisse avec un numéro de tatouage, tu vois, qu'on allait. Donc, j'ai fait, je me suis sentie complètement. Alors, encore une fois, il y a peut-être des gens très gentils là-bas, je dis pas. C'est juste ce que j'ai ressenti, à toi. de la manière de fonctionnement de cet endroit. Et puis c'est un peu pour ça aussi, j'ai l'impression que tu t'avais réservé là-bas, c'est qu'il y a un côté très au moins c'est tout cadré, c'est tout bon. Mais je pensais que je serais quand même respectée en tant qu'être humain. Okay. Et là, c'est pas le sentiment que j'ai. Mais encore une fois, c'est pas. Les gens à qui j'ai eu affaire étaient très gentils. Oui. Non, mais j'insiste, ils étaient gentils, ils faisaient bien leur travail, etc. Simplement, c'était la
politique, la philosophie de la C'est maison. pas la quoi. vibe que tu voulais. Du coup, je mettais tous mes espoirs sur les Bluets. Et là, je suis arrivée là-bas. Et effectivement, j'ai senti que c'était très différent. Mais, tu vois, d'un coup, donc je remplis le dossier. Déjà, je vois les trucs en rose et en bleu. Et quand la maman... donc, je vois qu'on me parle un peu comme à une demeurée quand même. Donc, je suis pas fan du truc. Mais encore une fois, tout le monde très gentil. Et là où je comprends qu'en fait, ça va pas être possible, c'est au moment où je dis, donc, ok, le projet de naissance, donc, qui va m'accoucher, machin, etc. Et là, je comprends que la personne qui va me suivre pendant les 9 mois de grossesse et avec qui je vais échanger et bâtir ce fameux projet, bah, peut-être ce sera pas elle qui m'accouchera. Et là, il y a un moment où je fais, comment ça? Et là, la dame me dit, oui, on a on a des services. Si votre accouchement dure plus de 8 heures, bah, c'est sûr que vous aurez un changement d'équipe entre. Et je dis, mais c'est-à-dire, on parle de mon accouchement, on parle de. Est-ce qu'il n'y a pas. Non, on a une vie, nous. Ok. Et ensuite, je dis, et donc je voulais que le papa puisse évidemment dormir là, être présent, vivre tout, etc. Elle me dit, ah non, les papas sont pas autorisés. Je dis, mais pourquoi? Imaginez s'il est nu quand on entre. Je dis, parce que vous comptez entrer sans frapper? Voilà. Donc là, si tu veux, il y avait toute l'infantilisation du système hospitalier médical que on n'a pas idée d'accoucher en 39-40, quoi. Tu vois, c'est ça. Non, mais tu vois, je me suis dit, et là, encore une fois, la dame était très gentille, tous les gens étaient très gentils, mais voilà, c'était des gens qui, que ce soit à gauche comme à droite, à l'est comme à l'ouest, des gens qui ne remettaient pas du tout en question le système et qui, donc je me suis dit, ok, c'est impossible. Et là, je me suis souvenue de ces 2 copines, etc. Et j'ai cherché et je suis tombée sur le groupe Naissance. Donc je suis allée dans une réunion d'information. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, tu choisis qui va s'occuper de toi, mais la personne te choisit également. Ok. C'est-à-dire que tu vois, parfois tu peux aller voir quelqu'un qui va soit pas te sentir, soit dire je serai pas disponible à vos dates, il y a un trop gros risque que je sois pas là pour vous. Enfin bon. Et la personne qui te suit, donc en l'occurrence c'était un monsieur, un sage-femme, donc puisqu'on dit pas un sage-homme, mais un sage-femme, Willy Bellassène, homme merveilleux, qui fait de l'aptonomie, qui est pareil, que je recommande à vraiment tout le monde. Et voilà, et ce monsieur, c'était une certitude absolue, allait me suivre de cette seconde-là jusqu'aux 2 ans de mon enfant. Ah yes, ouais. Bien sûr. Dans toutes les étapes, à tout moment, quoi qu'il arrive. Et juste 1 mois avant le terme, j'ai rencontré avec lui une tierce personne que j'ai choisie, qui m'a choisi, à qui j'ai tout expliqué, au cas où Willy avait un impératif absolu, etc. Mais il n'était pas question qu'il en ait, puisque c'était prévu. Voilà. Et donc, j'ai accouché dans les meilleures circonstances du monde, avec des gens qui ont respecté chacun de mes choix, qui m'ont posé la question à chaque moment. Et pourtant, il y a eu des complications, à cause de ma mère folle, qui a débarqué en salle de travail. Ta mère, à quoi? Voilà. Ma mère folle, hystérique, folle. Ma mère est folle. Elle était folle. Non, je pense qu'elle est toujours. Je pense que même morte, elle est folle. Donc ça, c'était un de ses plus grands, Ta mère, rappelons-le, exploits. donc tu l'as expliqué dans le premier épisode, qui te considérait quand tu étais enfant comme, je te cite, un sac à main. Un sac à main. Tout à fait. Un beau sac à main. Donc là, son sac à main allait mettre bas. Donc, et alors que je lui avais, non seulement j'avais prévenu à l'avance que déjà le lendemain de mon accouchement, peut-être je la convierais pas à venir tout de suite, qu'on aurait besoin d'être seule, etc. Le lendemain. Donc je l'ai évidemment pas prévenu que j'accouchais. Bien sûr que non. Mais elle l'a su parce qu'on devait déjeuner, etc. Et elle a, à mon insu et même contre ma volonté, débarqué avec mon père et ma sœur, qu'elle a amené de force, à l'hôpital pendant le travail, et voulant débarquer dans la salle de travail. J'entendais, mais c'est ma fille, je suis sa mère! C'est-à-dire qu'ils ont dû s'interposer physiquement entre elle et la porte. Et moi, au moment où j'ai entendu sa voix, alors que tout allait bien, j'étais sans péridurale, j'étais là à la couche, tout allait hyper bien, etc. Au moment où j'ai entendu sa voix, tout s'est arrêté. J'ai arrêté d'avoir des contractions, j'ai arrêté de me dilater, j'ai arrêté d'accoucher en fait. J'ai arrêté d'accoucher. C'est-à-dire j'étais submergée par une telle vague de rage. J'ai tellement eu envie de la buter. Parce que la mort a pris le dessus sur la vie, quoi. C'est-à-dire que j'étais plus capable d'accoucher. C'était terminé. Donc grosse complication. Parce que j'étais déjà en travail, j'avais déjà percé la poche des os, etc. Donc j'avais plus le temps de, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc c'était vraiment chaud. Et bien même dans ces circonstances-là, où du coup on a dû faire venir un obstétricien du groupe Naissance, tu vois ça.
Et ça a été merveilleux, c'est-à-dire que j'ai quand même pu sortir mon enfant moi-même de mon corps. Et c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ils ont tout fait pour que je reste le maximum en maîtrise et en joie, en possession, en conscience de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je faisais. Et il y a même un moment, parce que donc il a dû aider à un moment puisque c'était un peu compliqué, mais il a pas arrêté de me répéter pendant même le truc en me disant c'est pas moi qui l'ai sorti, hein, j'ai juste aidé, c'est toi qui l'as sorti, c'est toi. Enfin, tu sais cet amour, cette bienveillance, cette conscience de ce que tu es en train de vivre et qui est tellement loin de ce que 99% de mes copines m'ont raconté. Même celles qui disent au début, ça c'est bien. De toute façon, j'ai écrit une pièce de théâtre qui se joue pas encore, qui s'appelle Tout va bien et qui raconte tous ces témoignages qui commencent par Tout va bien. Et puis tu poses 3 questions et tu t'aperçois que la meuf, elle a été. Enfin, voilà. Et en fait, ça ne va jamais bien. Tu l'as écrit, mais elle n'est pas encore jouée, c'est ça que tu dis ? Oui. Ok. C'est un projet. C'est ça, c'est un projet, tout à fait. Mais Noémie, il n'y a pas le temps. Elle a d'autres trucs à elle a d'autres trucs à faire. Là, pour le coup, c'est pas une pièce que je veux jouer moi. Ok. Ouais. C'est un monologue pour un homme. En fait, je voudrais que ce soit un homme qui joue tous ces personnages de femmes. Ah ouais ? Ouais. Oh là là, dis donc, hein. Ouais. On prend les genres, on joue avec. Hein. Ah oui, oh là là. On est foufou, hein. On on est est foufou. faux-folle, je ne sais pas, après tout. Voilà, un peu, on est fou-folle. On est faux-folle. Voilà, on est fou-folle. Ça marche très bien. Ok, donc très bonne expérience d'accouchement. Excellente, malgré. C'est-à-dire que ma mère n'a pas réussi à gâcher le truc. C'est-à-dire que ça a été merveilleux. Et puis c'est pareil, j'avais toujours vu dans les films et mes copines m'avaient toujours raconté ton enfant naît et la première chose qui se passe, c'est qu'on le pèse, on le mesure et on te rend un petit enfant avec un bonnet. C'est même pas si c'est le tien en fait. Moi, j'ai gardé mon enfant contre moi, plein de sang pendant 2 heures. Enfin, je veux dire, il s'est passé 2 heures avant que quelqu'un vienne toucher, quelqu'un d'autre que son père et moi viennent toucher la chair de ta chair. À mon enfant, ouais. Et tu vois, on est restés tous les 3 peau à peau dans la salle. Enfin, tu vois, et qu'est-ce qu'on avait à foutre de savoir comment il pesait le même poids 2 heures plus tard, quoi. Et en fait, le fait de le vivre de manière aussi positive, ça m'a fait ressentir encore plus la cruauté de l'autre manière de fonctionner, quoi. La cruauté de peser, mesurer comme un bestiau cet enfant qui vient de naître, enfin, ouais. Cruauté, j'exagère, mais la brutalité. Oui. En tout cas, il y a un côté un peu déshumanisé. Ouais, c'est complètement ça. déshumanisé. Ok. Comment se sont passées les premières semaines de vie de ton fiston ? Mais tout a été tout a été dément. Franchement, la grossesse a été démente, l'accouchement a été dément, les premiers. Mais et tout ça a été aussi grâce à l'accompagnement qu'on a choisi. Parce qu'à chaque fois que je remerciais Willy, il me disait mais non, remercie-toi. Enfin, c'est toi qui a choisi de faire ce parcours-là toute seule. Enfin, avec le papa bien sûr, mais. Et donc c'était génial, tout était facile, l'allaitement était facile, les nuits étaient faciles, tout était facile. L'autonomie permet ça aussi. Enfin, c'est pas miraculeux. Je pense que j'ai sans doute eu de la chance, peut-être que j'ai la chance d'avoir un enfant particulièrement, mais une grande partie c'est pas de la chance. Une grande partie c'est l'autonomie. Vraiment, c'est tout le travail, tout le lien qui avait eu lieu pendant la grossesse et dès sa naissance. Un truc tout con, mais tu sais. Sur le fait de s'asseoir, par exemple, pour un bébé, ou de tenir sa tête, ou des choses comme ça, qui est toujours un enjeu, voilà. Et en fait, il m'avait fait faire un test. Il me dit, si ton enfant est sur le dos, que tu lui prends les mains et que tu le tires à toi pour l'asseoir, tout ce que tu lui montres, la seule chose que tu lui indiques, que tu lui montres, c'est qu'il ne sait pas le faire tout seul. La seule chose qu'il vit, son expérience, c'est qu'il a besoin de toi pour s'asseoir. Si tu lui présentes tes doigts, qu'il les attrape avec ses mains, et que tu fais un tout petit mouvement qui l'invite, et tu verras que ton enfant va de lui-même plier les bras, tirer et se redresser tout seul. Et là, ce qu'il va comprendre, c'est comment on fait pour se redresser. Et effectivement, j'ai fait l'expérience, mais donc j'ai aucun mérite. Je l'ai pas inventé l'expérience, j'ai juste refait ce qu'il m'avait indiqué. Et effectivement, on a un enfant qui tenait assis, qui a tenu assis tout de suite, qui a tenu sa tête tout de suite, qui a fait ses nuits tout de suite, qui a jamais eu peur ni du noir, ni de l'absence, ni de, tu vois. Il a bientôt 9 ans, il est jamais malade, il n'a jamais été malade, je touche du bois. Mais tu vois, il a jamais les bronchiolites, les machins, je sais pas ce que c'est, les reflux, je sais pas ce que c'est. Et je pense pas que ce soit que de la chance. Je pense que c'est. Vous étiez tous les deux détendus aussi par rapport à la parentalité, par rapport à cette expérience. Parentalité, je sais pas.
Mais à lui, à l'enfant, à ce qui se passait là, oui. Ouais, on se faisait confiance à fond l'un l'autre. Les deux prenaient vraiment leur part. Vraiment, tu vois, parce que donc, j'ai allaité assez longtemps, tu vois, 7 mois, mais dans le but de pouvoir picoler, je tirais mon lait et je le congelais. Mais du coup, ça permettait au père de donner des biberons de mon lait. Ouais. Tu vois, donc donc du coup, même ça, c'était partagé. Alors que alors que c'était mon lait, on partageait aussi ça. Tout était très, très, très partagé, très simple de mon point de vue. Alors, je pense que il acceptera jamais, mais ça serait super intéressant d'interviewer le papa. Et je pense qu'il n'aurait pas du tout la même expérience, le même ressenti. Je lui ai lancé des petites perches, mais il m'a pas répondu dans le premier épisode. mais moi j'ai eu l'impression, enfin, je peux pas dire, je me suis jamais sentie aussi femelle dans tout ce que ça a de plus noble, aussi humaine, aussi archaïquement humaine, aussi ancestrale, aussi. J'avais l'impression d'être mammifère un peu, animal. C'est ça quand tu dis femelle, il y a un truc un peu. Oui, mais justement, je dis pas parce que au contraire, j'avais l'impression de quelque chose d'encore plus divin. Plus divin, un truc, divin au sens Gaïa, la déesse de la terre, un truc. J'avais l'impression d'être connectée à l'univers entier, à toutes les femmes du monde, à la terre elle-même, à la matrice, j'avais l'impression, je me suis jamais sentie aussi puissante, aussi belle, aussi pure, aussi, un truc un peu. Ça devient d'où? Un peu fou. Ça devient d'où? Mais je sais pas. Parce que pour moi, j'entends tout ce que tu me racontes, hein, tu vois, et il y a un truc. Pour moi, l'un des trucs qui couille aussi dans les relations hommes-femmes, tu vois, c'est que les mecs ont pas du tout la même connexion à ça et ont pas du tout le même rapport à la paternité et d'une manière générale à la parentalité, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc en toi là qui a grandi, qui s'est révélé, mais qui démarre jour 1. Enfin, tu vois, quand tu racontes comment tu es tombée enceinte, et comment tu es devenue enceinte d'ailleurs, est-ce que tu es vraiment tombée il y a un truc incroyable, tu vois, dans ton récit, tu l'as su tout de suite, quoi. Ouais. Il y a un truc d'ouverture, et c'est marrant parce que j'ai déjà entendu des femmes me raconter ça, d'ouverture dans ton rapport au corps et d'écoute de toi-même, d'introspection, etc. Alors moi, je t'avoue, en tant que mec, je suis en train de découvrir là, maintenant, à 45 piges, quoi, tu vois. Cool. Cool, mais tard quand même. C'est bien 45. Non, mais tard, tu vois, c'est-à-dire que je vois le travail que j'ai dû faire pour en arriver là. Déjà, c'est une ouverture de ma boule, là où toi, j'ai l'impression que c'est même pas ça t'est tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un truc d'ouverture. Mais effectivement, on a l'avantage de notre inconvénient, c'est que nous, avec le cycle menstruel, on est connecté à notre corps en permanence. Notre corps se rappelle à nous. On sait qu'il s'est passé 28 jours. On a une notion du temps, une notion du corps, de la corporalité qui est radicalement différente de la vôtre, parce qu'on fait cette expérience d'un coup des douleurs, du sang qui commence, du sang qui s'arrête, tu vois, de la puberté, de la ménopause, des cycles, des règles, de l'ovulation. Plus tu grandis, moi je sais quand j'étais jeune, je sentais rien, mais maintenant je peux te dire exactement quand j'ovule. Je peux te dire à quel moment de mon cycle j'en suis exactement, même s'il est décalé, même si machin, je connais mon corps, je sais, voilà. Et puis récemment aussi, ça a été un truc, j'ai découvert la cup. Oui. C'est-à-dire qu'avant, mais ça, la coupe menstruelle. Mais pour moi, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, les règles, c'était un truc sale que je comprenais pas, que je mesurais pas. Il y avait un tampon, je l'enlevais, je le jetais, ça puait. Et voilà. Maintenant, je sais exactement quelle quantité de sang, je sais quelle couleur il a, je sais quelle consistance il a, je sais quelle odeur il a, et je m'aperçois que c'est beau, que ça sent bon, que c'est pas, c'est tout sauf sale, que c'est divin, que c'est magnifique, et ça change tout. Et ça a commencé avec la grossesse, ouais. Ce truc de connexion à son propre corps, où d'un coup c'est pas un simple véhicule, c'est pas en fait, c'est toi, tu es ton corps, quoi, et il te parle, il te dit des trucs, vraiment, il t'informe de plein de choses. En plus, moi j'ai un corps très très loquace. Je somatise énormément, c'est-à-dire que je me fais vraiment, tu vois, des plaques, des boutons, des trucs, des machins, des petites maladies, des petits, mais à chaque fois qu'ils disent exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. C'est incroyable.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis tombée malade vraiment, je me suis aperçue que ça faisait 6 mois que mon corps m'envoyait tous les signaux dont j'avais besoin pour faire ce dont j'avais besoin pour ne pas tomber malade. Et parce que je les ai pas écoutés, je suis tombée malade. Et résultat, ça fait des années que je tombe plus malade parce que maintenant j'écoute mon corps. T'écoutes. Ouais. Et donc je vais avoir, comme tout le monde, une petite machin, mais ça me dure. Tu vois, j'ai plus je suis plus victime de mon corps, quoi. Genre comme si, qu'est-ce qui se passe? Ah bah d'un coup il m'arrive ça, d'où ça vient? Non. C'est-à-dire que j'ai une forme de compréhension du truc, quoi. Et ça, t'as la sensation que c'est la maternité qui était un peu un déclencheur. Ouais. Ok. Ouais. Clairement. La maternité et l'allaitement beaucoup aussi. Ouais. Bah oui, parce que, en fait, tant que c'était la maternité, c'était comme si c'était que ce moment-là. Et genre, une fois que je suis plus enceinte, bah, j'ai plus cette connexion. Et là, le fait d'allaiter, ça a permis de tuiler cet état incroyable avec ma vraie vie, celle qu'elle est continuée après, ma vie de femme qui est pas enceinte éternellement. Et ouais, ce que j'ai vécu, senti, partagé à ce moment-là, je l'ai gardé avec moi, je le vis encore, quoi. C'est incompréhensible pour moi en tant que mec. Tu Bien vois, sûr. vraiment l'idée de se dire tu nourris ton enfant avec ton corps. Tu te rends compte? Non mais ça m'a buté, ça. Déjà quand tu mets ton petit doigt dans la bouche de ton enfant, déjà il y a un truc, tu vois, de connexion en tant que mec qui est vraiment waouh, ok, tu vois, vraiment il est en train de te téter le doigt, t'es là. J'imagine même pas le truc de tiens, je vais te donner à manger avec mon corps. Ah ouais. Quel est le fuck? Ah ouais. Quel est le fuck? Non mais vraiment c'est waouh. Mais je comprends ton émerveillement, je le partage. J'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça. Je me suis sentie surpuissante, quoi. Je me suis dit, putain, je nourris mon enfant avec mon corps, quoi. Ah, ça m'a. Ouais, puis avant ça, t'avais quand même mis au monde un être. Ouais. Ah non, mais tout ça est. C'est débile. C'est vraiment. Tout ça est dingue. Tout ça est complètement dingue. Ouais. Je voudrais parler de comment tu t'es construite en tant que maman, notamment par rapport à ta daronne, tu vois, à la figure maternelle que tu as pu avoir. Donc, on le rappelle, ta maman qui te prenait donc pour un sac à main. Hein. Comment tu as fait, toi, pour trouver et pour aller chercher la mère que tu souhaitais être en ayant eu une daronne qui n'était pas vraiment dans la maternité, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Bah, déjà, j'ai eu un fils. Et je pense que là, encore une fois, mon corps, tu vois, a bien fait le job. Je pense qu'à l'époque où je suis tombée enceinte, j'aurais pas été prête à avoir une fille. Ah ouais? Bah, je leur ai refilé directement les doses, en fait. Enfin, ça serait pas, tu vois, j'avais pas fait assez de chemin. J'étais pas assez en conscience de tout ce qui se jouait avec ma mère et avec moi, ce qui m'était arrivé, etc. Et donc, je pense que je lui aurais refilé directement, vraiment, mais vraiment open bar, les névroses de ma mère qui seraient passées par moi, qui seraient allées à elle. Puis ça aurait été certainement des générations précédentes. Et voilà. Alors que là, tu vois, aujourd'hui, j'adorerais avoir un deuxième enfant et j'adorerais que ce soit une petite fille. Vraiment, j'adorerais. Et là, je me sens tout à fait prête. Là, j'ai fait le taf. Là, je suis prête à avoir une petite fille et à construire avec elle 2 nouvelles névroses toutes fraîches que je fabriquerai spécialement pour elle, mais qui ne me viendraient pas de mes ancêtres, etc. Donc là, le fait que ce soit un garçon. Let's go, Noémie. Let's go. On y va? Alors, pas moi. Because la vasectomie, mais. Ah oui, c'est vrai, because la vasectomie. Oui, ça gêne. Ça empêche. Alors, oui, c'est tout le concept. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est tout le concept. Ça permet. C'était le but. Mais donc, en tout cas, pas être obligé de faire un enfant comme ça au milieu d'une interview, quoi. Tu vois, oh là là. Bon, bah d'accord, bah viens. Toutes les femmes me demandent, ok, faut voir arrêter, quoi, tu vois. Pardon. Je t'en prie. Mais donc voilà, là c'était un petit garçon et ma mère n'avait jamais eu de fils, moi non plus. Donc il y avait un truc, mon père n'avait jamais eu de fils non plus. Enfin, il y avait un côté, tu vois, voilà. Ça c'est la première chose qui m'a beaucoup aidée quand même à pas reproduire. La deuxième, c'est que même si j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'avais quand même fait beaucoup de travail. Et la troisième, c'est que j'y suis pas du tout arrivée. J'en suis encore loin. Enfin, je suis pas du tout, tu vois, je suis encore perpétuellement en train de m'interroger sur la mère que je suis, avec les fantômes de mes parents au-dessus de ma tête, en disant oh, bon sang, pourvu que je sois pas en train de reproduire à mon insu tel ou tel schéma, ou pourvu que je sois pas en train de créer un nouveau schéma tout aussi délétère en essayant de faire l'inverse, ou pourvu. Mais tu vois, je passe mon temps. Enfin, après, c'est par période aussi, tu vois, mais tu vois, par exemple, là, donc ma mère a été violée, j'ai été violée.
je ne sais pas pour ma grand-mère, mais a priori très certainement. Et voilà. Et donc cette psy, comme plein d'autres que je connais, me disent de toute façon, ça se reproduit. C'est héréditaire. Et donc d'un coup, je me suis dit, mais mon fils. Et d'un coup, je suis là, mais qu'est-ce que je suis en train de lui transmettre malgré moi? Enfin, est-ce que j'ai fait le travail à temps? Est-ce qu'il a pas en lui? Enfin, tu vois, dès que je vois chez lui des choses que je ne comprends pas, comme quoi, par exemple? Tu vois, par exemple, donc j'ai le sentiment, tu vois, que en plus il est enfant unique, donc j'ai le sentiment vraiment qu'il a eu et qu'il a toute l'attention et tout l'amour et tout l'écoute dont un enfant devrait avoir besoin. Et pourtant, j'ai repéré ça depuis quelque temps, il ment beaucoup. Il invente des trucs. Tu vois, il dit, tu sais que j'étais le premier à faire ça, etc. Voilà. Et en fait, ça me terrifie parce que je me dis, mais s'il ment, s'il a besoin de se raconter ça, qu'est-ce que ça vient penser? C'est quoi la blessure? Qu'est-ce que je lui ai pas donné? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il ait... je devrais pas me poser des questions. Non, mais c'est beaucoup de pression. Ouais, mais ça, c'est tout. Ça, c'est tout le temps. C'est effectivement dès que je vois des choses qui pourraient le faire souffrir dans ses comportements. Je me dis qu'est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai, tu vois, ou alors même quand moi je vais pas bien, je vais pas bien, ou j'ai des comportements dont je suis pas fière, ou tu vois, je me dis, j'ai toujours en tête l'empreinte que je risque de laisser, toujours. Mais toujours. Mais c'est négatif dans ce que tu racontes. Parce qu'il y a plein de trucs très positifs aussi. Mais du coup, j'y pense moins parce que c'est pas voilà. Mais autant prendre que noir. Non, mais je m'en inquiète pas. Non, je pense vraiment que je suis une bonne maman. Non, c'est pas vrai. En plus, il y a plein de choses où je me dis, quand même, je lui aurais au moins donné ça. Il y a plein de trucs où je me dis, où je suis super fière. Il y a plein de trucs, tu vois, notamment, il exprime hyper bien ses émotions. Oui, tu l'as raconté dans le premier épisode. Là, c'est trop bien. Et puis il arrive même à discerner. Tu vois, quand il pleure, il sait s'il pleure de colère, ou s'il pleure de tristesse, ou s'il pleure de peur. Non mais 8 ans, les petits mecs. T'imagines? C'est un cadeau de dingue. Et voilà, donc il y a plein de trucs comme ça où je suis hyper fière. Je me dis, moi, je vais quand même donner des outils. Mais il y a aussi plein de trucs où je suis super inquiète en me disant, en fait, je suis à peu près certaine d'avoir de bonnes intentions, mais en vrai, je suis tellement fuckée quand même si. Mais on l'est tous. Plus ou moins, non. Non, plus ou moins. Franchement, sérieux, hein, je te promets, ça fait donc 70 épisodes d'Histoire de Daronne, 160 d'Histoire de Daron. Je crois que j'ai dû interviewer 4 ou 5 personnes où je me suis dit, putain, mais en fait, il n'y a pas de problème. Non, mais entre pas de problème et fucké. Non, mais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement on est tous fuckés. Non, vraiment. Et puis en fait, moi, moi, je suis plus fucké que toi. Non, mais ça me blesse d'entendre ça. Ah ouais? Bah oui, parce que non, tout le monde n'a pas été violé enfant, tout le monde n'a pas eu une mère psycho. Non, tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui ont vécu des trucs bien pires, et il y a plein de gens qui ont vécu des choses aussi terribles. Mais non, on n'est pas tous aussi fuckés. Désolé. Non, je t'en prie. Non, mais en fait, c'est pas pour. Je me doute bien. C'est pas pour minimiser ton vécu. Mais du coup, c'est ce que ça fait comme impression. Tu vas te dire, on est tous pareils et tout. Ce que je veux te dire, c'est que. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc dont je me rends compte là aujourd'hui que mes filles sont grandes, ça y est, elles ont 17 et 15 ans, tu vois. C'est que là, tu vois, par exemple, ma fille aînée, elle a dit écoute, je suis plus trop. L'école, ça me gonfle un peu là. Elle est censée passer le bac à la fin de l'année. Et tu vois, avec sa mère, on s'est appelé, on s'est dit bon, alors, quel est le plan de bataille? Et en fait, ça y est, c'est un enfant, c'est un adulte, c'est une personne à part entière très bientôt, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À part juste lui dire, écoute, c'est ta life. T'as l'air tout ému. Grave, parce que ça me fait chier, tu vois. Je me dis, effectivement. Et merde, qu'est-ce que j'ai raté? En vrai, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, a priori, et je crois que c'est un peu le cas de ton fils, c'est qu'on lui a filé le plus de billes possibles et d'armes possibles pour que, en fait, elle finisse par trouver sa voie, quoi, tu vois. C'est ça. Et en fait, sans aucun doute, c'est pour ça que je te disais, mais il y a des trucs positifs aussi. C'est que j'ai vraiment l'impression que tu dis, il y a quand même plein de trucs. Ouais, en fait, sans doute, tu vas créer d'autres schémas, tu vois, mais en fait, en attendant, ton fiston, il a une daronne incroyable. J'espère, merci. Je crois, en fait, en vrai. Enfin, je veux dire, par rapport à vraiment au reste du monde, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Par rapport à la mienne, ne serait-ce que. Et déjà, rien que ça. Ouais. Non, mais je suis pas du tout dans la flagellation, j'ai pas du tout l'impression que je suis. Mais j'ai effectivement des moments d'inquiétude
et parfois des moments d'angoisse Ouais. sur ce que je lui transmets malgré moi, tu vois. C'est pas le but de la parentalité. Le but, c'est-à-dire? En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que je me dis, plus tu transmets des trucs à tes enfants qui vont peut-être lui amener des soucis, tu vois, auxquels tu vas être confronté toi plus tard en tant que parent, plus ça te permet peut-être de régler d'autres choses en toi. Ouais. Oui, sûrement. Sûrement. Mais d'ailleurs, il y a eu certains moments où donc mon fils traversait des périodes un peu difficiles et une psy que je consultais m'avait dit mais foutez-lui la paix, je vais vous traiter vous et ça va régler son problème à lui. Son Incroyable. seul problème c'est vous. Tu vois. Et effectivement. T'as tellement raison. Mais c'est vrai que je crois que c'est jusqu'à 7 ans, il me semble, que les deux inconscients de la mère et de l'enfant sont totalement liés. Ah ouais? Et oui, ils sont totalement pour eux. Il n'y a pas de, tu vois. C'est l'âge de raison. Après, il finit par devenir un. Et après, il commence un être humain à part voilà. entière. Mais t'imagines jusqu'à 7 ans, tu partages ton inconscient. Et en fait, pour quelqu'un comme moi, comme plein de gens qui ont besoin de contrôle, de te dire putain, tout ce qui est inconscient et que je suis en train de transmettre malgré moi. T'as besoin de contrôle? Oui, bah oui. Oui, c'est rassurant le contrôle. Bah ouais. Mais c'est quand même je trouve que c'est quand même le truc le plus dur, c'est de vouloir avoir besoin de contrôle quand t'as un enfant, en fait. Ah bah c'est mort. Ouais. Parce que cette personne va t'échapper. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que voilà, ce que tu viens de dire, ça me faisait penser aux relations entre adultes qui sont les mêmes en fait, où on a ce besoin de contrôle très souvent et en fait c'est la pire chose et on n'a pas à contrôler un être humain et tout, mais en fait l'expérience de la parentalité, je trouve quand tu la vis en conscience, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Enfin, moi, je sais que je me suis intéressée à la communication non violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je me suis intéressée, tu vois, vraiment au respect de l'autre par le biais du respect de mon enfant. Enfin, c'est-à-dire respect de ses émotions, ses ressentis, ses choix, ses goûts. Tu veux dire que tu l'as après étendu dans ta vie à tous les gens autour de toi? Ouais. Mais qu'en fait, c'était plus lisible avec mon enfant. Ça t'a ouvert cette porte-là, en tout cas. Carrément. Et puis après, c'est un cercle vertueux, tu vois. Le nombre de fois que tu réponds mets-toi en pyjama, j'ai pas envie de me mettre en pyjama, mets-toi en pyjama. Et en fait, tu t'aperçois que non, c'est vrai que c'est pas nécessaire. À part si tu veux que ton enfant t'obéisse, mais dans ces cas-là, t'es pas un parent, en fait, t'es un maton. Notre génération, elle était pas mal élevée là-dedans. Donc quoi? Bah, nos parents avaient envie qu'on leur obéisse. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc voilà, mais sinon, je me suis rendu compte qu'il y a plein de demandes que je fais à mon enfant que je remets pas en question parce que je suis le parent, qui en fait sont, s'il a pas envie de se mettre en pyjama à ce moment-là, effectivement, il y a des trucs tu discutes pas, te brosser les dents, ranger ta chambre, passer à table, débarrasser, être gentil. Prendre ta douche en tant que petit mec. Prendre ta douche en tant que petit mec, voilà. Tu vois, tout ça, ça se négocie pas. En revanche, quoi porter comme fringue, à quel moment tu t'habilles en vrai, mais on se rend compte que on n'a pas été habitué à respecter ça et à se poser ces questions-là. Il y a un côté, je suis parent, je suis tout puissant, je décide, je sais. Et c'est cette humilité que j'essaye d'apprendre vis-à-vis de mon fils, tu vois, je me rends compte qu'elle me sert aussi dans la vie. D'un coup me dire, ok, alors vas-y, pardon. A priori, j'étais pas d'accord, j'ai eu un élan, mais vas-y, redis-moi ce que tu dis, je vais essayer d'écouter vraiment et d'entendre ce que tu dis, pas ce que j'en pense. Tu dis ça à 8 ans. Oui. Rends-toi compte. C'est incroyable. Moi, jamais mes filles, je leur disais ça quand elles avaient 8 ans, quoi. Ah, c'est cool. Donc, trop bien. Merci. Bravo. Merci. Non, mais c'est par rapport à ton truc de je suis en train de me fucker. Équipe cool. Waouh. Quelle pression, putain. Ouais, tu m'étonnes. Tu crois que c'est d'autant plus vrai que t'es sa maman? Plutôt que son père? Ouais. C'est-à-dire que votre différence d'expérience entre père-mère, là, pour le coup, toi, tu le
Bah, Tu te fous d'autant plus la pression par rapport à ça, notamment? alors, je sais pas si c'est Freud qui m'a fucké la tête, mais effectivement, on est élevé dans l'idée que les mères transmettent beaucoup plus de choses aux enfants. Donc, oui, il y a cette pression supplémentaire. Il y a le fait que, en effet, même si c'est purement une construction sociale, il n'empêche que je vois bien que la relation que j'ai avec mon fils, elle est beaucoup plus intime que celle qu'il a avec son père, ce qui n'est absolument pas un jugement ni de valeur, ni de quantité, ni de qualité, ni rien. Enfin, je veux dire, il y a autant d'amour. C'est juste que c'est pas la même nature. En tout cas, pour l'instant, elle l'est. Ça va peut-être évoluer. Peut-être pour l'instant, elle est un peu plus vers son père dans l'intimité plus tard, quoi. La vie est longue, hein. Ça fera du bien à son père, en tout cas. Oui, je crois aussi. Ça fera du bien à tout le monde. Mais ouais, effectivement, il y a cette pression supplémentaire de. Et puis aussi, je représente. Enfin, tu vois, son père, c'est le même sexe que lui, donc c'est. Moi, je représente, disons, son premier rapport aux femmes. Je représente son premier symbole de femme, son premier. Donc oui, c'est aussi une énorme responsabilité. Enfin, tu vois, je me dis. Je reconnais, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, même quand tout va bien dans nos relations, et c'est ce qui est le cas 90% du temps. Mais tu vois, je me dis, j'espère que je suis pas en train, enfin, j'espère que je suis pas en train de laisser des traces qui dans ces relations futures avec les femmes. Non, j'ai une vie fatigante. Hein. J'espère qu'il deviendra pas un tueur en série de ma faute. Mais c'est ça, voilà. Non mais et bien sûr, c'est à ça que je pense, entre autres. C'est vraiment, tu penses à ça tout le temps? C'est vraiment là, en permanence? Oui, ouais, en vrai, oui. Parfois, c'est plus ou moins. Parfois, c'est pas du tout douloureux. Parfois, c'est même gai. Parfois, mais en vrai, je n'oublie jamais la responsabilité de parent que j'ai. Jamais. C'est-à-dire, je suis pas seulement l'adulte garant de sa sécurité. Oui. Je suis la personne qui l'éduque. Je suis la personne qui lui offre le premier modèle de sa vie. Je suis la personne je suis l'exemple. Je n'oublie jamais ça. Mais je trouve ça magnifique, hein. Oui. Mais j'avoue, je l'oublie jamais. Non. T'arrives à ne pas oublier ta vie de femme? À mettre de côté, tu vois? Que sans problème. Ouais. Alors ça, pour le coup, C'est dur, hein? Alors moi, ça va. Ah oui, oui. Ouais, bizarrement, j'ai un vrai truc un peu schizo, quoi. Enfin, je suis vraiment non, on-off. Alors moi, j'appellerais ça équilibré, mais bon, t'appelles ça schizo aussi. Non, t'as raison, disons équilibré. Non, mais non, pour le coup, quand il est pas là, il est pas là. Ouais. Ah oui. Et tu crois que c'est le fait de vivre divorcé, séparé en tout cas, qui a permis ça, d'avoir ce truc de semaine A, semaine B, là? Non, d'abord, on fait pas semaine A, semaine B, déjà. Non, mais. Oui. Donc, déjà, il n'y a pas ce truc-là vraiment. Et en plus, non. Je me souviens même avant. En fait, très souvent, maintenant, j'ai complètement fait la paix avec ça parce que je trouve ça très bien. Mais avant, je l'avais oublié. Ça, il m'arrive, je peux l'oublier, mon fils. Je peux passer. Je peux passer ne pas y penser. Des heures, des jours sans y penser. Et j'avais oublié. Qu'il était là. Ouais, je l'ai oublié. Et tu culpabilises? Au début, je culpabilisais de ouf, genre j'ai oublié mon enfant. Et maintenant, non, plus du tout, parce que je vois bien que c'est. Au contraire, ça veut dire que je suis dans l'instant présent. Et quand je suis, notamment, quand je suis dans l'amour, dans l'amour ou dans la création, dans l'amour dans la création, je pense pas du tout à mon fils, mais pas du tout. Il est vraiment, ouais. Et puis, et d'ailleurs, c'est parfois. Je sais quand il vient me voir quand je travaille, je suis je suis à mon bureau par exemple, et c'est un temps où j'avais dit là je suis pas disponible, je travaille par exemple. Il y a la nounou, ou à l'époque il y avait son père, mais il vient quand même me voir. Tu n'es pas dispo? Non. Tu lui as dit en même temps? Et je lui dis, ouais, je dis que je suis pas, je préviens à l'avance et je confirme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, et je suis pas capable de switcher. Et si il vient jusqu'à me faire sortir, je vais être très très mécontente. Ok. Ouais. Donc t'es pas dans le sacrifice? Pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Et ça, parfois, ça me fait culpabiliser aussi. Oui, j'allais te dire. Et alors, bravo la mère indigne. Ouais, parce que effectivement, je suis là, jamais dans le sacrifice. Ouais. Je suis toujours dans le don, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais toujours lui donner la plus belle part, faire attention qu'il est froid, qu'il est chaud avant que j'ai chaud, il va toujours passer avant, mais je me sacrifie pas. Tu vois, c'est-à-dire, je vais pas, s'il a chaud, ça va, je vais pas avoir froid pour qu'il ait très chaud.
C'est incroyable. Non, mais sérieux? C'est vrai? Bah ouais. Non, mais le nombre de nanas que j'ai interviewées qui ont 55 ans, leur gamin est parti, elles sont là, bon, bah maintenant, il va être temps de penser à moi. Et c'est dur, tu vois, parce Ouais, que bien sûr, c'est un saut dans le vide qui est abyssal. Parce qu'en fait, pendant 20 ans de leur vie, elles se sont littéralement oubliées, quoi. ouais. Mais pour faire un truc après, tu vois, elles sont Ouais, contentes bien aussi sûr. d'avoir été maman et tout, mais tu vois, pour le coup, Mais, elles n'étaient que maman. Ouais. Et ça, c'est canon. C'est un truc, je crois qu'il faut dire aussi aux femmes, quoi. Et en plus, mais ça vient plutôt de mon expérience perso, c'est que plus vous allez équilibrer votre vie, plus vous allez aussi laisser de la place aux darons Ouais. pour s'occuper, Bien et pour sûr. prendre soin et pour se faire chier, quoi, tu vois, aussi, hein, parce que c'est pas forcément toujours marrant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que mais même, tu vois, sur les activités, genre le parc, ça m'a saoulé. J'y suis pas allée, quoi. Mhm. J'ai pas fait le parc. Enfin, vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Ouais. Trop d'enfants. Non, trop de désœuvrement, quoi. De désœuvrement. Ah bah, je suis là, je suis au parc et j'ai l'impression que je suis en pré-mort, quoi. Enfin, Ah ouais. Ah ouais, pour moi, il y a un truc, il y a quelque chose de. Ouais. Il y a un truc de l'ordre de l'antivie dans le parc. Oui, je sais pas. Ben, en fait, tu peux pas. En fait, t'es condamné. Il y a quand même la microdose de danger qui fait que tu ne peux pas le quitter. Tu peux pas t'absorber dans ton bouquin. Sinon, autant rester chez toi et l'envoyer au parc tout seul. Enfin, tu peux pas t'absorber dans ton bouquin, sinon tu serais pas au parc. Et donc passer ce temps à surveiller cet enfant qui fait des jeux dans lesquels tu ne peux pas rentrer physiquement, parce qu'il faudrait peser 12 kilos. T'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne partages rien, voilà. Tu partages rien. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment des souvenirs cool de parc. d'avoir aidé, d'avoir tu vois aidé à grimper, l'escalader, machin. Bref, mais c'était canon. Ouais, non, moi j'ai pas réussi. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis pareil, les jeux, les films. Ouais, c'est ça, j'allais te dire. Est-ce que tu joues avec de que ce des jeux qui me plaisent aussi. Donc là, par exemple, on joue aux échecs de ouf. Moi, je joue aux échecs vraiment, il me bat maintenant. On joue au backgammon. On joue. Oui, t'es pas, encore une fois, pas dans le sacrifice. Non, pas dans le sacrifice. Moi, je préfère qu'on passe un moment cool tous les deux, qui nous fasse plaisir à tous les deux. Tu vois, par exemple, il y a eu la mode des défis nature. Ouais. Et les défis nature, c'est pareil, ça m'ennuyait trop, quoi. Donc je l'ai fait au début, voilà. Et puis vraiment, je lui ai dit, écoute, non, vraiment, ça m'ennuie. Je passe pas un bon moment, ça m'ennuie. Trouvons un jeu qui nous plaît à tous les deux. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les échecs, d'ailleurs. Parce qu'on a cherché un jeu qui nous plaisait à tous les deux. Trop bien. Ouais. Et les histoires, pareil, je lui lis pas un livre qui m'amuse pas. Ok. Ouais. Trop cool. Non, mais c'est vrai, c'est hyper inspirant, je trouve, de réussir à trouver un juste milieu. Bah, en tout cas, oui, c'est quelque chose que je recommande. Enfin, en tout cas, je suis très satisfaite de ça. Parce que je vois que ça ne lui enlève rien, il lui manque rien. Que ça lui montre un exemple de femme, tu vois, autonome et qui vit sa vie. Et que moi, du coup, ça me rend beaucoup plus patiente et beaucoup plus généreuse, puisque je fais que des trucs qui me plaisent. Ouais. Donc, du coup, pour le coup, je peux jouer 3 heures avec lui. Ouais. Je peux passer un week-end entier avec lui. Voilà. À quel point t'as la sensation que ta vision d'artiste, d'une manière générale, et ta vie d'artiste a été influée par ta maternité? Est-ce que t'as la sensation qu'il y a eu un avant-après? Non, je crois pas du Ok. tout. Enfin, je le sens pas, en tout cas. Dans l'expérience sociale de la maternité, 1000 choses, on en a parlé la dernière fois et tout, mais dans ma créativité, dans les portes que ça m'aurait ouvert, non. J'ai pas l'impression, non. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Ouais. Dans mes relations humaines, oui, beaucoup. Mais oui, ça t'a pas ouvert un truc incroyable qui a changé à tout jamais ta vision de ton métier d'artiste, quoi, de ce que tu crées. Ouais, non. Ok. Bon, écoute. Je regarde qu'il est. C'est la fin. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 18 ans. Arrête. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Oh mon chéri, je t'aime. Ah, je t'aime. Si t'as 18 ans, j'espère que t'es heureux. J'espère que t'es indépendant, autonome affectivement.
Et j'espère que tu prends soin des autres. Voilà. Bah, c'est bien. C'est top. Merci beaucoup, Noémie. Merci à toi, c'est un plaisir. Bravo vraiment. pour tout ce que tu fais. Merci pour ces 2 épisodes, pour ces 2 heures que tu as consacrées à Histoire de Daronne. C'est trop cool. Je mettrai tous les liens pour aller suivre ton travail dans les notes de cet épisode. Et puis, franchement, allez voir. Allez te voir, j'ai envie de dire. Va te voir. Allez voir Noémie sur scène, c'est incroyable. C'est vraiment un super moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.